m'ont intéressé. J'ai eu envie d'essayer de camper les conditions dans lesquelles elles ont été d'abord réalisées, quels ont été les éléments qui m'ont donné envie de produire une photographie, cette fois sans programme. La série d'avant, c'était tout à fait clair, il fallait que je reprenne une vue à partir d'un cadrage. Là, il n'y a rien de plus presque mécanique. Là, on va avoir des vues qui sont des vues libres, qui font partie du voyage, de l'extension de la première partie. Et là, départ pour la Jordanie, ça aura été mes seules vacances, on va dire, officielles lors de mon séjour là-bas. Je suis parti en Jordanie une semaine. Enfin, je devais partir 5 jours et entre-temps, le roi Hussein de Jordanie est décédé, donc tous les aéroports étaient fermés, plus personne ne bougeait. Et donc j'ai eu 48 heures de prison dorée, en quelque sorte, en plus, parce que je ne pouvais pas rentrer et travailler. Et ça a démarré de manière assez épique, parce que je suis arrivé au bord de la mer Rouge pour pouvoir traverser et aller en Jordanie. Et personne ne savait me dire s'il y avait un bateau, quel était le prix, quels étaient les horaires. Et j'ai attendu une après-midi entière. On m'a dit que en fait, c'est quand le bateau arriverait que je pourrais savoir. Donc j'ai attendu. Et donc là, on a une vue, on va dire en plein midi, une vue avec une lumière très, très sèche, très, très dure. Et puis là, je pars enfin, c'est le soir, sur un bateau qui était un bateau destiné à transporter les poids lourds. Et les ponts étaient tous penchés. Parce qu'en fait, pour pouvoir faire monter les poids lourds plus aisément, les ponts en tôle étaient penchés. Et du coup, les quelques sièges qui avaient été soudés sur les ponts étaient penchés aussi. Donc c'était assez comique. C'était pas un bateau pour passagers, c'était un bateau pour camions. Là, nous arrivons dans le désert de Wadi Rum, qui est un désert, comme vous pouvez le voir, vraiment connu pour ses couleurs somptueuses. C'est un gag, en fait le Wadi Rum, c'est un des joyaux de Jordanie, avec des sables multicolores. Ça, j'ai essayé de chercher aussi, il me semble avoir trouvé que c'est une liliacée. Bon, je n'ai pas le nom botanique précis, hein, mais c'est une plante à bulbe. Oui, et ce qui est beau, c'est que les deux plantes ont poussé exactement de la même manière. Alors, pour prolonger les considérations sur la photographie, voilà une image qui pourrait ou qui peut me poser problème, parce que j'y vois un oiseau, et puis une fois que j'ai vu un oiseau, maintenant peut-être certains d'entre vous le voient, on ne peut plus ne plus le voir. Enfin, c'est la grande problématique. Et en même temps, voilà, elle me convient, elle continue à tenir, parce qu'il y a un battement entre le suggéré, enfin ce qu'on pourrait y voir, et la réalité de la topographie qui est celle d'un désert, indéniablement. Voilà un micro-buisson, bon, pour beaucoup qui pourrait être absolument insignifiant, pour moi c'est extrêmement signifiant. C'est un condensé aussi de ce que peut la vie, parce que c'est un buisson qui n'est pas mort, c'est un buisson qui simplement est dans un désert et qui un jour va recevoir une pluie et quelques jours après va avoir fleuri, fait ses graines et ce sera fini. Il n'y aura plus de pluie jusqu'à l'année d'après. Donc il y a aussi une espèce de vie végétative dans les déserts qui est absolument extraordinaire, avec des durées de cycle qui sont très, très différentes des durées de cycle des climats tempérés. C'est des choses que j'ai étudiées à une époque qui m'ont beaucoup intéressé. Voilà, bon, là de nouveau une image que je n'aurais pas prise s'il n'y avait pas juste cette micro-ligne noire qui dit une tige, pour beaucoup d'entre nous qui va être absolument quelconque, mais cette tige a porté une fleur à un moment donné. Peut-être cette fleur était belle, peut-être insignifiante aussi, mais c'est pas non plus inerte. Alors, toujours dans la coexistence des plantes et des pierres, là c'était des plantes et le paysage de pierres, là c'est des pierres appareillées, ce sont les ruines d'une décapole romaine à Djerach, en Jordanie. C'était une très belle ville. Et ce qui était très intéressant aussi à cette époque-là en Jordanie, c'est que le site archéologique, bien que très connu, était ouvert aux 4 vents. C'est-à-dire qu'on voyait des familles de Jordaniens qui venaient pique-niquer avec les enfants au milieu des pierres. Il n'y avait pas à prendre un ticket, il y avait quelques gardes qui s'occupaient de voir qu'on ne détériore pas le site, mais il y avait une manière aussi de vivre ces ruines qui était extrêmement belle, j'avais trouvé. Bon, je pense que tout ça est terminé maintenant depuis fort longtemps.
Voilà de nouveau un jeu avec la géométrie des pierres et l'herbe. Là, en l'occurrence, c'est des petites touffes de pariétaire, qui est une pierre très commune qu'on trouve ici aussi. Là, une scène qui pour moi est un petit peu biblique, parce qu'on a la coexistence de grands symboles, enfin l'olivier, le bétail, un chapitre corinthien qui dit les ruines. Voilà, c'est peut-être non, je ne sais pas à Jerash, mais on pourrait dire oui, alors c'est extrêmement embêtant si du bétail est sur des ruines antiques. Bah, ça dépend aussi. Si ça peut produire aussi ce type de scène, et finalement, une chèvre, je sais pas si c'est une chèvre, ouais, détruit probablement bien moins le site que la fréquentation touristique, par exemple, que j'ai pu voir à Karnak, où les bus arrivaient, déchargeaient les gens, et c'était 30 minutes chrono montre en main, presque au pas de charge, avec des guides qui parlaient du yaourt, et j'ai vu des scènes absolument incroyables. Bon, après, il y a aussi d'autres manières de visiter le temple. Il y a des gens qui passaient plus de temps, mais c'était déjà le tourisme de masse. Voilà une image qui aussi peut-être peut appeler un petit commentaire sur la photographie. C'est s'il avait fait gris, il n'y aurait pas eu ce signe sur la porte. Voilà. Et ce signe parle d'une chose qu'on devine, enfin, puisqu'elle est de profil, c'est la vigne qui est sur la tonnelle, mais c'est comme un révélateur aussi de ce qu'il y a sur la surface du dessus. Et là, on est tout au nord de la Jordanie, on est sur un site archéologique qui s'appelle Kais, qui est aussi un site assez splendide. Et au loin, on a le lac de Tibériade, donc là, on est en Israël, et juste en dessous de ce personnage-là, et de celui-ci, je suis allé me promener, et j'ai discuté avec un paysan qui avait le foulard palestinien et qui conduisait des vaches. Et puis en levant la tête, j'ai vu les miradors et la frontière, en fait. Et c'était très impressionnant, parce que pour moi c'était assez mythique aussi d'Israël. Je n'y suis jamais allé. Et puis là, on est au-dessus d'un village qui était relativement pauvre, enfin en tout cas très sommaire. Et le soir, en fait, je suis resté la nuit. Et le soir, en fait, tout le pourtour du lac s'est illuminé. Et j'ai songé justement à un tout autre type de vie qui avait cours là-bas, au type de vie que je ne jugeais pas, hein, mais qui était avec des moyens tout à fait différents de ceux de la Jordanie.